Bonjour. Nous sommes dimanche après-midi. Nous avons terminé, la plupart de nos sessions du colloque, du dernier colloque, du cinquième colloque de l'année 2015-2016. Et je voudrais faire un petit peu un bilan de nos discussions, de l'ensemble de ces 5 sessions, 5 week-ends. Pareil, une tâche un peu ambitieuse d'ailleurs. Donc depuis décembre, janvier, février, mars et avril, voilà donc 5 sessions qui réunissent un certain nombre d'astrologues, que je pourrais d'ailleurs citer. Ça va de Olivier Perbrune à Roger Equet, de Jean-Yves Espier à Frédéric Caillard, de Esther Lacan à Lila Kerlan, de Marc Cohen à Paul Roland, de Chantal Depoux à Béatrice Crozat, et j'en passe. Et donc, bien entendu, n'oublions pas Bernard Luguerne et Alain Benoît, ou encore Denise Huat et Marcel Nia Tréhan. Donc, nous avons pas mal travaillé avec tous ces gens-là, et nous sommes arrivés effectivement à la conclusion que il fallait trouver un axe de recherche majeur et qu'il y avait un dysfonctionnement fondamental en astrologie qui pouvait se résumer très facilement dans le refus, ou du moins l'incurie concernant le masculin et le féminin. Alors, ce fait de ne pas tenir compte du masculin et du féminin est très grave. Parce que ça ne permet pas de distinguer, comme on dirait en électricité, la fiche mâle et la fiche femelle. Et l'astrologie est essentiellement une affaire de fiche mâle et fiche femelle. Et dans ce sens-là, aussi, la Lune est effectivement, comme le Soleil, un élément masculin. C'est-à-dire que c'est un élément qui bouge beaucoup plus vite que les planètes et encore bien entendu que les étoiles. Donc c'est un élément qui va visiter successivement toute une série de facteurs. En un mois, la Lune fait le tour du zodiaque, et donc tout ce qui est sur le zodiaque va être transité par la Lune au cours du mois. Donc on a bien là un facteur masculin, et pour le Soleil, eh bien, ça n'est pas en un mois que tout est transité, mais en un an. Et ça donne les gens qui sont nés sous tel et tel signe. Ce sont ce que j'appelle des marqueurs. Alors, il y a d'autres marqueurs qui sont également intéressants. Le point vernal pour les aires précessionnelles, qui est un marqueur qui va passer d'une constellation à une autre. Je ne suis pas en train de défendre cette théorie dans les détails, mais c'est aussi une philosophie. Il y a une philosophie du marqueur. Maintenant, on peut avoir des discussions de savoir quel marqueur. On a un élément unique qui passe d'une constellation à une autre. La Lune passe d'un signe à un autre. Le Soleil passe d'une maison à une autre, par exemple. La Lune passe d'un aspect avec telle planète à un aspect à telle autre planète. Mais c'est parce que la Lune n'est pas une planète. La Lune fait des aspects avec les planètes. C'est pas la même chose. Alors, quand les astrologues commencent à dire que le Soleil et la Lune sont des planètes comme les autres, il n'y a plus cette théorie, il n'y a plus cette problématique du masculin et du féminin. Il n'y a plus l'élément masculin qui va rencontrer successivement des éléments féminins, puisque pour beaucoup d'astrologues, tous les éléments sont à la fois masculins et féminins. Il y a la confusion des genres. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, perte de la dualité au niveau de la prévision. C'est-à-dire, au lieu de dire qu'une planète, que des phases vont se succéder et alterner sous un registre, sous un mode masculin et féminin, donc de la dualité, on va nous dire la planète va passer dans le bélier, puis dans le taureau, puis dans le gémeaux, dans le cancer, etc. Bon.
Donc c'est beaucoup plus confus, beaucoup plus gribouille, beaucoup plus embrouillé. Au lieu d'avoir une division duel masculin-féminin, on a une division en 12. Bon, donc c'est complètement autre chose. Donc là aussi, il y a une erreur. Deuxième erreur, bien entendu qu'il faut tenir compte du zodiaque en tant qu'écliptique. Barbeau tient compte du zodiaque en tant qu'écliptique. Il dit, regarde, si les conjonctions entre planètes lentes se multiplient ou pas. Et donc on est forcément dans le zodiaque. Même quand moi je place une étoile fixe dans le zodiaque, bon, elle est dans le zodiaque tropique, peu importe, c'est un référentiel. C'est pas la même chose que la question de dire qu'on est obligé de tenir compte des 12 signes ou des 12 constellations. C'est simplement un point de repère. Moi, c'est pas parce que je dis que telle planète est à tel endroit que je vais tenir compte du signe où se trouve cette planète, au niveau symbolique. C'est un autre problème. Ce sont des problèmes différents. Il y a les données astronomiques et les données astrologiques. Et souvent, les astrologues récupèrent toutes les données astronomiques pour leur donner de la signification astrologique. Ça, c'est l'erreur. Ils n'ont pas d'obligation de ce sens-là. Donc là encore, refus de la dualité au niveau de la structuration du temps, refus de la dualité au niveau des planètes qui n'arrivent pas à distinguer entre le groupe des planètes actives masculines et des planètes passives féminines, le groupe des planètes du signifiant et une planète du signifié. Bon, ils n'arrivent pas à faire ça, donc il y a un dysfonctionnement. De la même façon que, alors pourquoi ce refus de la dualité masculin-féminin? Voilà une question qui se pose. Est-ce que ça... Bon, moi, on peut en tirer des conclusions et des conséquences. J'en ai parlé notamment avec Didier Gélin et avec Stéphane Rieu lors de la réunion du dimanche midi. Et ça les a perturbés, pour des raisons qu'on comprend assez bien d'ailleurs. Et donc, en ce qui concerne la dualité, eh bien, on peut effectivement, je propose d'ailleurs un prochain colloque qui pourra peut-être avoir lieu fin mai, sur la question justement de la dualité entre deux types de facteurs astraux. Il y a des facteurs astraux qui sont les luminaires, et il y a des facteurs astraux qui sont des luminaires, qui sont des facteurs masculins, et des facteurs féminins qui sont notamment les étoiles fixes. Et entre les étoiles fixes et les luminaires, il y a une catégorie intermédiaire qui sont les planètes. Et on a bien compris que je ne mettais pas les luminaires sur les lunes dans les planètes. Même si Ptolémée les met dans les planètes, mais ça c'est son problème. Puisqu'il attribue au Soleil et à la Lune des domiciles comme aux autres planètes. Et donc, il y a des planètes, en l'occurrence il y a 5 planètes, parce qu'on ne va pas tenir compte ici des planètes transsaturniennes. Et parmi ces planètes, moi ma théorie, c'est qu'une de ces planètes, et une seule, Saturne, a basculé du statut de planète féminine au statut de planète masculine. On l'a fait basculer, pourquoi? Parce qu'avec le Soleil et la Lune, c'était des facteurs trop rapides. Et donc on a voulu considérer que Saturne, qui avait les mêmes chiffres que la Lune, 28 et 7, 28 ans, 28 jours, 7 jours, 7 années, et donc on s'est dit, on va prendre Saturne comme une planète masculine, et on va laisser les autres planètes en statut féminin. C'est intéressant parce que sur le plan mythologique, Saturne est un peu à part. Saturne est un peu à part parce qu'en fin de compte, la mythologie, elle met surtout en avant le Jupiter qui est le roi de l'Olympe, hein, tout ça. Ses frères, Neptune et Pluton, qui d'ailleurs n'ont pas reçu d'affectation astronomique avant la fin du XVIIIe siècle, et puis, bien entendu, les autres, les enfants, Mars, Vénus, etc., Mercure, etc. Donc, nous avons là un monde qui commence avec Jupiter. Et en fin de compte, Saturne est au-dessus de Jupiter, parce que Saturne est le père de Jupiter. Et on sait qu'il y a eu un conflit entre Jupiter et Saturne, puisque Saturne avait avalé Neptune et Pluton, qui sont les frères de Jupiter, et Jupiter est arrivé à faire recracher par Saturne Neptune et Pluton, qui d'ailleurs qui n'ont pas pu être attribués à des planètes avant 1846 pour Neptune et 1930 pour Pluton, avec les fortunes que l'on sait par ailleurs.
Donc, on voit bien que même dans la mythologie, Saturne est à part. Effectivement, il est à part, bien qu'il soit une planète comme les autres, mais le fait qu'on lui attribuait Saturne, qui est un dieu qui n'est pas encore, qui est un peu un dieu à l'écart de l'Olympe, en quelque sorte, qui ne fait pas partie stricto sensu de l'Olympe, qui est même quelque part qui est à l'origine, comme Uranus. D'ailleurs, Saturne et Uranus sont des planètes qui sont un peu en dehors, de toute façon, c'est des dieux un peu en dehors, qui sont des dieux ancestraux. Donc on voit bien que déjà dans la mythologie, Saturne a un statut à part. Il n'est pas le frère de ceci ou cela. Il est le père, mais le père abusif qui a voulu dévorer ses enfants, comme montre le tableau de Goya notamment. Donc voilà, donc il y a d'un côté les astres masculins, qui sont les signifiants, c'est-à-dire ceux qui vont chercher, qui ont besoin de se nourrir de signifiés, qui sont des ogres, ils ont besoin, l'élément masculin, il a besoin de se remplir quelque part. Et Saturne se remplit, effectivement, puisqu'il dévore ses enfants. Et il se remplit de signifiés, il se remplit de symbolisme, il se remplit de tonalité. Donc c'est un petit peu étrange que je dis, parce que c'est une façon de dire que les astres masculins se remplissent. Or, normalement, c'est la femme qui se remplit de cette manière. Donc on peut effectivement être un peu dans l'hésitation à ce niveau-là. Mais le signifiant, ce sont des astres du signifiant. C'est-à-dire ce sont des mots, ce sont des vases, moi j'aime bien le mot vase, ce sont des vases qui vont se remplir au cours de leur cycle, qui vont se remplir de contenus qui vont changer d'une fois sur l'autre, au fur et à mesure de la progression. Ce sont des astres caméléons, voilà. Ce sont des astres caméléons qui vont prendre qui sont un peu neutres, qui vont prendre la tonalité du moment, de l'endroit, de l'espace qu'ils parcourent à un moment donné. Et quand ils changent d'espace, quand ils changent de secteur, quand ils changent de signe, ils donnent une tonalité. Donc ils n'ont pas eux-mêmes de tonalité. Leur tonalité n'est pas fixée à l'avance. Leur tonalité va varier avec leur parcours. Alors qu'en revanche, les astres qui vont donner leur tonalité, eux, ils sont fixés. Leur tonalité ne bouge pas. Et ce qui va bouger, c'est que l'astre qui est mobile va passer d'une tonalité à une autre. Donc il y a des tonalités qui ne bougent pas, qui sont fixes. Par contre, l'élément masculin, lui, il va changer de tonalité au fur et à mesure de son périple, de son trajet, de son orbite. C'est comme ça que je vois les choses. Et je voudrais organiser un colloque autour de cette question-là, qui me paraît absolument fondamentale, parce qu'elle permet de déconstruire l'astrologie actuelle, de revenir à une idée plus saine de l'astrologie, et finalement de la décanter et de la réformer, par définition.